RFM Soir. RFM Soir. Mbaling, c'est Hambourg, RFM 18h, le journal. Voici les titres. Les nouvelles de Sayer Kébé, il a arrêté la grève de la faim suite à l'annonce de son procès prévu le 27 mars prochain. Cet élève en classe de terminale au lycée Demba Diop de Mbour est en prison pour apologie du terrorisme. Lutte contre l'insalubrité à Dakar, la brigade d'hygiène a lancé le plan Karangé. Le contrôle de la vente et de la fabrication d'eau dans les usines sera renforcé. Les explications dans ce journal. La trisomie, plus de 3000 malades au Sénégal, des enfants touchés à la rencontre de quelques patients au centre Aminata Mbaye au quartier Scat Urbam, c'est ici à Dakar. Abdou Diouf Junior pour la Paix Sport, quartier vert Youssouf Bodian. Djali Badiane, elle est journaliste blogueuse, elle est la CEO de la plateforme Sénégal Vote. Elle analyse avec nous l'annonce de la Sonatel qui parle de perte de 20 milliards de francs CFA. C'était en 2018 à cause des OTT. Technique, donc à la technique, Hassan Diouf au micro, Jo Maron. Bienvenue à toutes et à tous. Jo Maron. D'abord, un corps sans vie découvert à Yoli, c'est un village de la commune de Rongoé, dans le département de Diourbel. La gendarmerie a ouvert une enquête. Nous y reviendrons avec Babacar Diouf. Sayer Kébé a mis fin à la grève de la faim, donc il sera jugé le 27 mars prochain. Sayer Kébé est élève donc en classe de terminale au lycée Demba Diop de Mbour. Il a été arrêté pour apologie du terrorisme. Sa famille, qui s'inquiétait de son état de santé, avait alerté et promis de marcher pour un procès. Et Sayer Kébé sera finalement jugé le 27 mars prochain. Nous y reviendrons. Les nouvelles de l'enquête sur la mort de l'enseignant Henri Ndiaye tué à Ngoy, c'est dans la région de Diourbel. La mise en cause devant les enquêteurs n'a pas nié les faits. Des sources proches du dossier révèlent que le délit pour lequel la présumée est arrêtée, c'est le coup mortel. Détail avec Babacar Diouf. Devant les enquêteurs de la gendarmerie de Ndoulo, la présumée meurtrière de Henri Ndiaye n'a pas nié les faits. Elle a même avoué avoir accouru pour appeler les secours. Revenant sur le mobile de son geste mortel, elle aurait laissé entendre que le défunt avait fini par l'énerver, ce après moultes avertissements. C'est ainsi qu'elle lui porta le coup fatal. Ce dossier pourrait connaître des circonstances atténuantes. Selon des informations dignes de foi, le parquet n'a pas visé le meurtre. C'est plutôt un coup mortel qui a été consigné dans le dossier. Actuellement, les prévenus attendent la désignation par le tribunal d'un juge d'instruction. C'est ce qui aurait même retardé leur audition hier. Conséquence, ils ont bénéficié d'un retour de parquet. Les deux autres prévenus, interpellés pour non-assistance à une personne en danger, pourraient retrouver la liberté aujourd'hui. Tout le contraire de Mélanie, la maman de la fille, qui devrait répondre du chef d'accusation de vente illégale de boissons alcoolisées. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Babacar Diouf, merci. Le plan Karangé 5 a été lancé par la brigade d'hygiène de Dakar. C'était ce matin. L'objectif est de lutter contre l'insalubrité dans la capitale. Les agents du service d'hygiène qui comptent ainsi renforcer le contrôle de la vente des usines de fabrication. L'adjudant-major Alangom, chef de la sous-brigade départementale de Dakar, au micro de Mamadou Lamine Diaouné. Le plan Karanga 5 est un mécanisme conçu de façon concertée et élaborée qui s'appuie sur le partenariat avec les cultures locales pour apporter des réponses symétriques à l'agression contre l'environnement. Et vous savez, l'insalubrité est la mère de toutes les maladies. L'insalubrité est responsable de 13 millions de décès par an dans la région africaine. Et pour combattre ce phénomène et infléchir la tendance, assurer la sauvegarde de la santé et la protection de l'environnement, qu'on a initié ce plan Karangé, qui a 4 dimensions fondamentales de contrôle. La première dimension, c'est le renforcement du contrôle de la salubrité des voies publiques, mais également le contrôle de la des domiciles, mais le contrôle des formations sanitaires, pour lutter notamment contre les infections nosocomiales. C'est le système d'immunisation des professionnels de la santé qui doit être immunisé contre certaines maladies pour éviter la contamination avec le client, mais également le contrôle technique et scientifique de l'eau de boisson. Aujourd'hui, il y a une montée de ces établissements de fabrique d'eau, parfois qui ne respectent pas les normes. Donc on va faire un contrôle technique, voir les conduites d'amener, la source de production de l'eau, le système de décantation, de filtrage, de distribution, mais également faire des prélèvements, l'envoyer au laboratoire pour de l'analyse pour voir est-ce que les normes physiques, chimiques et bactériologiques qui conditionnent la production sont respectées.
L'accès à l'assainissement autonome de qualité, c'est l'objectif du programme national de développement durable de l'assainissement autonome et il vise tous les ménages au Sénégal. L'Office national de l'assainissement du Sénégal qui pilote ce programme a tenu un atelier de restitution ce matin. Sorna Antanyay. En moyenne, 65% des Sénégalais n'ont pas accès à des toilettes, une anomalie que l'Office national de l'assainissement du Sénégal compte corriger à travers son programme national de développement durable de l'assainissement autonome au Sénégal. Les milieux urbains sont ciblés dans un premier temps. Lansana Gandhi-Sakho, directeur général de l'ONAS. Vous avez deux types d'assainissement, vous avez l'assainissement collectif et vous avez l'assainissement autonome, qui est une innovation majeure en matière de pooling d'assainissement et qui va permettre au plus grand nombre d'avoir accès à des toilettes propres. Donc, l'atelier de ce matin était destiné à partager une réflexion sur les grandes lignes, mais surtout comment accélérer une politique d'accès à l'assainissement, essentiellement dans les centres périurbains et en milieu rural. Un des objectifs prioritaires du programme étant d'améliorer l'accès à des systèmes d'assainissement durable, l'ONAS compte sur tous les acteurs pour arriver à atteindre les objectifs de développement durable en 2030. Je vous ai dit, le Sénégal est sur des budgets très importants, 300 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que nous, vous et moi, les citoyens, nous allons faire de ces ouvrages après? Le gros défi, il est là. La volonté politique existe, les plans existent, les partenaires techniques et financiers sont décidés, ont la volonté d'accompagner le secteur. Mais je pense que le gros défi aujourd'hui, c'est le défi du comportement des Sénégalais, de vous et de moi. La phase pilote du programme national de développement durable de l'assainissement autonome est bouclée. Reste maintenant à dépasser les zones urbaines et périurbaines pour atteindre les zones les plus reculées du Sénégal. RFM, fréquence de modulation 94.0. La radio en puissance. RFM Soir, Jean Maron. Plus de 3000 personnes au Sénégal souffrent de trisomie. C'est la journée mondiale de la trisomie 21 célébrée ce jeudi à la rencontre de quelques enfants souffrant de cette maladie. Et c'est au centre Aminata Mbaye à la Skatirbam, un quartier de Dakar. Certains traînent des handicaps. Nafissatou Ndiaye. Les enfants trisomiques du centre Aminata Mbaye, tous dans la joie, mais aussi très excités, ont célébré la journée mondiale dédiée à leur maladie. Fatima Ba est atteinte de trisomie 21. Interdit. Tu as quel âge? 16 ans. Tu te débrouilles bien? Oui. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui. Et quoi encore? Bizarre. Comment on prépare ces jus-là? Cela de l'eau. Dans un seau. Amdi, quant à lui, présente en même temps des incohérences dans le discours. Les responsables du centre soulignent que les enfants trisomiques ne doivent pas être marginalisés. Marie-Madeleine John, directrice du centre Aminata Mbaye. Mettre en valeur les enfants déficients intellectuels en général, de partager des moments avec eux pour les valoriser en mettant en exergue leur talent d'artiste pour éviter toute forme de stigmatisation. Former et intégrer les enfants qui souffrent de trisomie 21, telle est la mission du centre Aminata Mbaye qui accueille aujourd'hui une centaine d'enfants âgés de 5 à 27 ans. D'où le slogan Dom Dom là, un enfant reste un enfant. Le transport routier qui continue sa révolution. Après le lancement des nouveaux permis biométriques le 3 août 2018, place à la phase pilote des cartes grises numérisées et de nouvelles immatriculations. D'ici mai 2020, le parc automobile sénégalais va être chiffré avec exactitude. Le dispositif a été lancé ce matin. C'était au CICES. Jean-Paul Ndour. 12 conducteurs de véhicules choisis au hasard, premiers récipiendaires des cartes grises biométriques et des plaques sécurisées. Mamour Mbang exprime sa joie. Pour moi, ça c'est le développement. Sincèrement parlé, on est tellement contents. C'est mieux pour nous. Bon, on a toujours des problèmes de vol de voiture, il y a partout. Mais pour le moment, avec ça, il n'y aura pas de vol de voiture. Parce qu'on a des puces, on a tout. Leur boîte date, tout, société, il y a tout dedans. Un drapeau du Sénégal couplé au sigle SN à gauche, une numérotation en noir sur fond blanc au milieu, un code département et région à droite. Il faudra 2 siècles pour changer le système. Cher Omar Gaye, directeur des transports routiers. Nous avions des formats de documents de transport, on va dire très vulnérables, facilement falsifiables, qui ne donnaient pas une fiabilité quant à la gestion et même la tenue des statistiques. Avec ce système, ça nous permettra de fiabiliser tout le système. Tous les poseurs de plaques sont associés, libres aux propriétaires de véhicules d'aller chez qui ils veulent. On a adopté une démarche inclusive. Tous les partenaires qui s'adonnaient à l'activité de pose
de pose de plaques en général. C'est le ministère des Transports qui donnait des agréments pour la pose des plaques. Mais avec ce nouveau système, ce n'est plus possible. On a mis en place une usine de fabrication de plaques vierges sécurisées. Pour l'instant, la direction des transports routiers possède une vingtaine de machines capables de fabriquer 160 plaques par heure. En mai 2020 au plus tard, tout le monde devrait s'aligner sur les nouveaux standards. Le tout à 21 500. Jean-Paul Ndour, Abdou Diouf, vous avez numérisé votre Ecorex? Pas encore, mais tout ça va bientôt. Pas tarder. Merci Abdou Diouf Junior. À tout à l'heure. RFM Sport. Et voilà Abdou Diouf Junior qui s'installe pour la page sport. Abdou Diouf, nous commençons par la lutte avec Frappe, l'association de lutteurs en activité. Khadim Gadiaga qui démissionne. Il souhaite se consacrer à une nouvelle carrière politique, incompatible avec ses fonctions de président de l'association des lutteurs en activité. Il rassure, ce n'est pas la pression qui l'a fait quitter la tête de l'association des lutteurs en activité. Khadim Gadiaga, qui dresse un bilan satisfaisant, compte tout de même continuer à soutenir ses jeunes collègues lutteurs. Nous l'écoutons. J'étais secrétaire général de l'association des lutteurs pendant 12 ans et après on m'a élu à l'unanimité comme président. Donc mon mandat vient de s'expirer. Je présente ma démission pour me consacrer à la politique, préparer les élections locales et me consacrer à mon écurie qui est l'écurie Rock Énergie. J'ai consacré beaucoup de mon temps sur l'association, mais ça n'empêche que je vais continuer à accompagner les jeunes. Des voix se sont élevées par le passé pour contester votre présidence. N'est-ce pas une des raisons de votre démission? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, moi je peux continuer parce que je n'ai pas encore atteint l'âge de la retraite. Il me reste 4 ans. Mais en tant que républicain, en tant que démocrate, je veux m'en arrêter là et laisser les jeunes. On a fait beaucoup de choses. On s'est battu pour que les assises de la lutte soient organisées. On s'est battu pour l'organisation des formations pour les lutteurs. On a amené l'association au plus haut niveau des associations du Sénégal. Maintenant, ça suffit. Trop, c'est trop. Il faut arrêter et faire autre chose. Donc, je vais me consacrer à la politique, préparer les élections locales et aider les parcelois et continuer aussi à accompagner l'association nationale des lutteurs. Parlons de foot. L'équipe nationale qui s'entraîne ce soir loin des curieux. Ce sera la 4e séance d'entraînement. Le second huis clos, les Lions de Aliou Cissé sont au complet. Le galop est prévu dans moins d'une heure au stade Lat Dior de Thiès. Ils vont y affronter les Baréas malgaches. Ce sera ce samedi. Les deux équipes déjà qualifiées jouent la dernière journée de qualification pour la CAN Égypte 2019. Le second match du Sénégal, un match amical contre le Mali, mardi, va être joué au stade Léopold Sédar Senghor. Et vous avez entendu sur cette antenne les assurances de la directrice du stade. Elle laisse tout de même aux techniciens le soin de confirmer la praticabilité de la pelouse. L'on nous apprend, en tout cas, que cette rencontre y sera bel et bien jouée. Les U23, eux, vont jouer un match important au stade Lat Dior dimanche. Les protégés de Joseph Koto ont voyagé en compagnie de leur bourreau d'hier. Les Guinéens ont gagné le match aller de cette journée, comptant pour les éliminatoires de la CAN U23. 2 buts à 1. Le match retour se joue donc à Thiès. Ce sera ce dimanche 24 mars à Thiès. Et suite des 16e de finale de la Coupe du Sénégal de football à l'instant. Oslo a battu il y a quelques minutes à l'AS Pikine. Tout à l'heure donc à Amadou Barry, 1 but à 0. À la mi-temps, NGB et Amitié étaient à 0 but partout. La suite des résultats des autres matchs, entre autres matchs, il y a HLM Grand Yoff qui a rencontré Renaissance de Dakar. À Amadou Barry aussi, plutôt à Mawade Wade, à Saint-Louis, UGB Jaraf et Linguère Étoile Lusitana. Nous y reviendrons pour les résultats. Handball, équipe nationale, les dames qui passent, les hommes patientent. Parce qu'ils ont été battus. Ils ont été battus et donc ils vont devoir redoubler d'efforts pour passer ce tour. Ils ont été battus par la Guinée. C'est content donc pour les qualifications aux Jeux africains. Le sélectionneur des Lions du handball explique les raisons de la défaite d'hier face à la Guinée. Ils ont manqué de réalisme devant. Quant aux filles, aux femmes plutôt, elles se sont bien débrouillées en battant la Guinée hier 26-21. Avant même la seconde confrontation contre l'équipe guinéenne, les Lions sont donc qualifiés aux 12e Jeux africains prévus au Maroc. Le sélectionneur des Lions félicite ses joueuses et affirme que ce tournoi
va permettre de faire une revue d'effectifs. Nous écoutons Frédéric Bougeant avec Soda Cham. Un match de reprise pour nous avec très peu de temps pour se préparer, puisqu'on a eu la possibilité de faire 2 entraînements en commun après un long voyage. Mais voilà, c'est un match de reprise qui nous permet d'évaluer un peu les joueuses après 3 mois passés dans leur club et de lancer aussi le projet en vue de la préparation des Jeux africains cet été, vraisemblablement d'un TQ au mois de septembre et puis des championnats du monde en décembre. Donc une revue d'effectifs, la mise en place du projet et puis aussi quelques essais. Voilà, le stage de mars et le stage de mois de juin nous permettront de faire quelques essais, soit au niveau des jeux, soit au niveau tactique, pour préparer la deuxième partie de la saison. On termine avec une petite note de football en Europe, les qualifications à l'Euro 2020. Notez que Kazakhstan-Écosse, c'est 3-0. On est à la 72e minute. Les autres matchs se jouent tout à l'heure à 19h45. Entre autres matchs à venir, Irlande du Nord, Estonie, Pays-Bas, Biélorussie. Ou alors le choc attendu tout à l'heure, ce sera dans quelques minutes à 19h45, Belgique-Russie. Merci Abdou Diouf Junior, mais restez pour suivre le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonsoir et bienvenue. Le Sénégal en pleine exploitation de son pétrole et gaz offshore, une activité bénéfique pour notre économie, mais avec des risques réels sur notre environnement marin, comme nous l'explique Barthélémy Bachono. Il est chargé de la gestion des ressources naturelles au PRCM. Il y a évidemment dans le traitement même de l'exploitation et la matière première, il faut faire de la séparation. Et en séparant, il y a toujours un peu d'eau. Et ce qu'on va rejeter, il y a toujours des effets nocifs. Alors, à faible dose, ça ne pose pas de problème. Mais avec une concentration, avec la durée, on peut avoir effectivement des problèmes qui vont se poser. Et sans compter que nous sommes en offshore. Et là, vous avez des pipelines qui sont engloutis avec des avaries possibles, sans compter les possibles accidents. Et donc, on s'en souvient, même les États-Unis n'étaient pas à l'abri. On a vu ce qui s'est passé. Le tout est de se doter des moyens pour éviter cela quand c'est possible, ou en tout cas le maintenir et le juguler quand ça intervient, le risque intervient. Pour prévenir ces risques et éventuels accidents, des mécanismes existent. Sanou Dakono, juriste environnementaliste chargé de l'instruction des dossiers d'évaluation environnementale au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dans les études d'impact environnemental et social, il y a une partie qu'on appelle études de danger. Et donc c'est dans cette partie qu'on fait une simulation, une modélisation de tous les potentiels accidents en tenant compte des méthodes de calcul scientifiques qui sont faits à partir de logiciels qui permettent un peu de faire des simulations en fonction de l'emplacement du navire, en fonction des équipements, des produits et tout, de pouvoir identifier les potentiels risques d'accident ou de déversement accidentel. Et donc à chaque risque d'accident, il y a ce qu'on appelle les barrières de prévention, donc que l'on met en place. Ce sont des mesures qui permettent de pouvoir éviter ce risque-là. Mais maintenant, si ce risque arrivait en tout cas à survenir, il y a ce qu'on appelle des barrières de protection. Donc ce sont des mesures permettant justement de dépolluer la zone. Et pour ça aussi, il faut rappeler que nous avons une réglementation et un dispositif spécifique à cet effet qui est coordonné par la ASMAR, c'est la haute autorité chargée de la sécurité et de la protection en milieu marin, qui coordonne l'intervention des services de l'État concernés en mer pour pouvoir juguler ces déversements accidentels et pouvoir dépolluer la zone. Des propos recueillis par Abdou Diouf Junior lors d'une rencontre sur le sujet organisée par le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest, en partenariat avec IDRI, MAVA et le réseau des députés pour l'environnement. L'une des options pour préserver notre planète, l'économie verte, IED Afrique et l'UICN ont mené une enquête auprès des acteurs de la pêche et de l'agroécologie. Aïssata Diak a assisté à la restitution de l'enquête. L'économie verte constitue une préoccupation majeure pour le Sénégal. Beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens pour préserver l'environnement. Mamadou Fall est le directeur de l'ONG IED. C'est vrai qu'on n'a pas atteint les objectifs assignés. Mais ce qui est important, c'est que les gens soient conscients des enjeux que soulèvent les questions environnementales. Et qu'aujourd'hui, plus en plus, la question des jeunes, la question de la durabilité, la question de la préservation de l'environnement revient très souvent dans tous les
secteurs. Cependant, des problèmes environnementaux sont notés dans les villes, comme Saint-Louis, confrontées aux conséquences des changements climatiques. La position géographique de la ville de Saint-Louis ne milite pas en faveur justement d'une zone sans problème. Malheureusement, les changements climatiques affectent plus ou moins les activités, l'environnement, l'urbain dans cette ville. On voit ce qui se passe, mais le plus important encore une fois, c'est que les décideurs ne restent pas les bras croisés. L'action de l'homme est à l'origine de cette dégradation de l'environnement, mais urge de prendre des mesures, selon Racine Khan, chef de mission de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous sommes en train aujourd'hui de voir quelles sont les approches qui doivent être mises en œuvre pour pouvoir freiner cette façon de faire, d'exploiter des ressources qui n'est pas durable. Et c'est toute cette question que pose la transition vers l'économie verte, qui, au-delà simplement de la question du développement durable, pose également la question des comportements des sociétés et à travers ces sociétés des individus, pour une meilleure prise en conscience du danger que leurs actions font peser sur ces ressources-là, de manière à ce qu'elles-mêmes, elles puissent induire des changements dans leur façon de faire. Pour faire face au changement climatique et à la dégradation de l'environnement, les acteurs misent sur la sensibilisation des populations pour la prise en compte de l'économie verte et une gestion durable des ressources naturelles. Aïssata Diak qui referme les portes de Quartier Vert. À la semaine prochaine, même heure, même quartier, même planète. Djali Badiane, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes journaliste blogueuse, vous êtes également membre fondateur de Sénégal Vote, vous êtes community manager également. Djali Badiane, vous avez suivi avec nous l'annonce du directeur général de la Sonatel, du groupe Sonatel, donc Sékou Dramé, hier, qui parlait de perte de 20 milliards de francs CFA liés donc à l'utilisation des OTT. Comment vous avez apprécié un peu cette sortie? Bonsoir Jo, je me permets de te remercier d'abord. J'ai entendu comme beaucoup de Sénégalais ce matin la déclaration du DG de Orange et on sait pertinemment qu'il y a moins il y a d'appels Orange perd de l'argent, mais quand même j'aimerais bien leur poser la question à savoir comment on utilise les OTT. On achète du crédit internet. Donc, ils ont une perte, mais derrière, l'achat, ils doivent pouvoir nous montrer l'évolution de l'achat des données dans ce pays. 20 milliards pour tout ce que Orange gagne. Et je pense que je ne dirais pas que ce n'était pas pertinent de faire une telle déclaration aussi pompeuse, mais bon, j'aimerais bien qu'on nous dise comment on fait pour utiliser les OTT. Oui, hier disait que la Sonatel, en tant qu'entreprise qui donne beaucoup d'argent au Sénégal, et ces entreprises, si je fais allusion à Facebook, avec ses réseaux comme WhatsApp, Instagram, entre autres, qui ne donnent rien au Sénégal. Pour lui, il s'inquiétait et il demandait à l'État de faire face au phénomène. Ça vous dit quoi? Ce genre de déclaration me fait encore beaucoup plus peur parce que si on demande à l'État d'intervenir par rapport à ça, ça couvre directement, on peut penser à une censure ou à autre chose. Donc je pense que c'est une déclaration assez qu'il faut prendre avec les pincettes, mais qu'il faut surveiller de très près parce que on vit dans un monde planétaire et que ce serait très dommage qu'on en arrive à ce point-là où l'État doit intervenir dans les réseaux sociaux, peu importe le moyen, parce que si on demande à l'État de réguler ça, direct que les gens comme nous pensons forcément à une censure ou bien à un contrôle, et c'est pas bon pour tout ce qu'on appelle neutralité du net. Pour nous qui travaillons essentiellement sur les réseaux sociaux, ce sera quelque chose de vraiment dommage pour un pays comme le Sénégal. La Sonatel qui annonce la possibilité de ramener tous les sites qui ont été hébergés à l'étranger à son data center, faut-il espérer? On espère, parce que pour toutes les personnes qui ont du contenu, qui ont des données, qui ont des sites internet des entreprises, il est préférable de stocker ces données au niveau local. Mais on attend de voir encore. On a inauguré leur data center il y a plus d'un an, je crois. Et depuis lors, on ne voit pas trop les Sénégalais ou bien une offre faite aux
aux clients sénégalais pour pouvoir gérer leurs données localement. Donc, on attend encore de voir que ce soit eux ou les autres opérateurs. On nous parle toujours de data center, mais derrière, c'est quoi l'offre en tant que telle, c'est quoi l'offre sécuritaire, parce que quand on confie à quelqu'un ces données, c'est surtout le volet de sécurité qui est très regardant. Donc, on attend de voir encore. Et vous, je rappelle que vous avez un site internet, dialybadiane.com. Vous avez hébergé votre site où, au Sénégal ou ailleurs? Non, ailleurs. Donc, cette nouvelle, ça doit être une bonne nouvelle pour vous si vous avez la possibilité de ramener votre site ici au Sénégal, Dialy Badiane. Si j'ai la possibilité de l'amener au Sénégal, je l'amènerai avec plaisir. Merci beaucoup, Dialy Badiane. Je rappelle que vous êtes journaliste blogueuse et vous avez mis en place Sénégal Vote avec d'autres amis. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal et je rappelle les titres. Les nouvelles de Sayer Kébé, il a arrêté sa grève de la faim suite à l'annonce de son procès prévu le 27 mars prochain. Cet élève en classe de terminale au lycée Demba Diop de Mbour est en prison pour apologie du terrorisme. Lutte contre l'insalubrité à Dakar, la brigade d'hygiène a lancé le plan Karangé. Le contrôle de la vente et de la fabrication d'eau dans les usines sera renforcé. La trisomie, plus de 3000 malades au Sénégal, des enfants touchés. Nous sommes allés à la rencontre de quelques patients au centre Aminata Mbaye, au quartier Scat Urbam, c'est ici à Dakar. Abdou Diouf Junior qui vous a présenté la page sport, quartier vers Youssouf Bodian. Dialy Badiane était avec nous et les journalistes blogueuses. Elle a mis en place la plateforme Sénégal Vote. Nous avons parlé avec elle de la sortie du directeur général du groupe Sonatel qui dit avoir perdu 20 milliards de francs CFA en 2018 à cause des OTT. Je rappelle que c'est entre autres les communications faites par WhatsApp, Facebook, Skype, entre autres. Ce journal a été présenté par Jean Maron Technique Hassan Diouf. Merci d'avoir suivi.